Manon et Chloé d'avoir accepté d'animer ce webinaire pour l'ASBAT. Besoin qui est venu d'une sollicitation. Je pense que j'avais fait juste une publication LinkedIn en parlant un peu d'Archifit, des potentialités qu'elle nous offre. Et j'étais surpris parce qu'il y avait des collègues qui n'en avaient jamais entendu parler, malheureusement. Et donc, ça nous a suscité un peu l'envie ou bien le besoin d'organiser un webinaire comme ça pour le Sénégal, de montrer encore une fois cet outil-là à toute la communauté professionnelle, non seulement de chez nous, mais également des autres pays. Parce que comme vous l'avez remarqué, il y a d'autres compatriotes qui ont dit bonjour tout à l'heure dans le chat. Et là, ça va être très simple, hein. Ça va être une session où il y aura une présentation et il y aura un peu de pratique pour permettre à chacun après de pouvoir aller et tester l'outil. Dans un premier temps, je vais donner la parole peut-être au président de l'ASBAD, Hassan Fall. Je crois que je l'ai aperçu connecté dans la salle. Il va nous dire son petit mot de bienvenue. Et ensuite, je laisserai Manon et Chloé dérouler comme bon leur semble. Et il y aura des questions-réponses. S'il y a des incompréhensions, des compléments à faire, elles seront également là pour répondre aux questions. Après, je les laisserai dérouler comme bon leur semble. Peut-être vous informer que je suis également au centre du Sénégal avec une classe de licence 1. Donc, il y a des étudiants en L1, une bonne vingtaine qui nous suivent avec vous et qui vont profiter de cette session également pour apprendre. Donc, peut-être je ferai après allumer la caméra et tourner la machine vers la salle pour que vous Avec ayez un plaisir. aperçu de la salle. Voilà. Donc, l'occasion faisant le larron, ils vont en profiter également. Et sans plus tarder, Hassan Fall, tu as 2, 3 minutes peut-être pour le mot de bienvenue. Ensuite, voilà, on passe la main à nos spécialistes du jour. Merci. Merci beaucoup, Momodou Dia. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup, Manon. Merci, Chloé, d'avoir accepté cette activité webinaire donc, sur Archifiltre. Aussi, merci au ministère de la Culture d'avoir aussi facilité tout ceci. Je remercie également tous nos collègues qui nous ont rejoints, donc les collègues du Sénégal et des autres pays de l'Afrique aussi, nos amis gabonais, de la Côte d'Ivoire et autres. Donc, merci beaucoup. L'ASBAT a bien voulu organiser ce webinaire qui entre dans le cadre de notre plan d'action de l'année 2026 sur nos formations continues, qu'on essaie de faire avec, pour accompagner les professionnels de l'information documentaire, que ce soit bibliothécaires, archivistes ou documentalistes, dans le renforcement des capacités. Et cet événement aujourd'hui entre dans ce cadre. Donc, je suis heureux de vous dire aussi que c'est notre premier événement de l'année 2026. Donc, nous sommes en train de préparer d'autres, des formations en présentiel, parfois des formations en ligne, aussi des ateliers qui vont venir parce que quand on a été élu au mois de juin 2025, le comité directeur a travaillé sur un plan d'action sur 3 ans, donc que nous avons décliné par que nous avons divisé en trois années. Donc, en 2025, nous avons pu élaborer beaucoup d'activités que nous avons pu tenir avec les professionnels du Sénégal. Et là, 2026, on prépare beaucoup d'activités, dont une activité phare avec le Conseil international des archives, donc qui va venir au mois de juin. Donc, une formation nationale et voilà, et d'autres activités vont également venir. C'est le moment aussi de lancer un appel aux collègues de renouveler leur adhésion donc au sein de l'association. Nous avons lancé la campagne au mois de janvier. Donc, c'est le moment. Encore une fois, merci de votre engagement, merci de votre temps et aussi merci d'avoir aussi chacun, en ce qui lui concerne, d'avoir contribué à la bonne marche de notre profession parce que c'est à nous de faire les choses, de changer les choses et aussi de faire en sorte que nous soyons en fait, que nous ayons une profession qui marche parce que nous avons une belle profession. Je pense qu'on est tous conscients de ça. Encore une fois, merci à tous et je vous souhaite une bonne session. Merci. Merci Hassan. Merci pour ces mots. Voilà. Donc, Manon, la parole est à vous. Hein.
sans transition. Est-ce Merci. que... Merci beaucoup pour cette introduction. Est-ce que vous voyez bien le partage d'écran? C'est Oui, c'est bon? bon. Ok, super. Alors, merci. Bonjour à tous. Bonjour les étudiants. Ça fait plaisir de vous voir derrière les tables. Merci infiniment d'avoir organisé cette session. C'est vraiment un plaisir pour nous d'avoir cette occasion de vous rencontrer virtuellement, mais en tout cas d'échanger avec vous. On va vous présenter avec beaucoup d'enthousiasme Archifiltre, mais on est surtout très enthousiaste d'avoir cette occasion de discuter. Donc, il y a une session qui va se dérouler entre Manon et moi. On va vous présenter Archifiltre un peu pourquoi cet outil, comment ça fonctionne, comment vous pouvez l'utiliser. Mais ce qui sera vraiment intéressant pour nous, ça sera d'avoir vos retours, d'avoir vos cas d'usage et les situations dans lesquelles vous en aurez besoin, puisque on va vous le dire à plusieurs occasions, Archifiltre, c'est un outil qui est en cours de développement. On est encore en train de l'améliorer. Il y a une nouvelle version qui va bientôt arriver que vous pourrez utiliser et on aura besoin de vous. Donc j'espère que ce webinaire, ce sera aussi la première étape d'une collaboration un peu plus grande avec vous, les archivistes du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Gabon, et puis peut-être d'autres pays si vous suivez la présentation a posteriori. En tout cas, c'est vraiment très très chouette de pouvoir discuter avec vous. C'est moi qui commence, mais Manon prendra la suite pour vous présenter donc Archifiltre, qui est un produit développé en France. Alors au départ par les ministères sociaux. Les ministères sociaux français, c'est le ministère du Travail, de la Santé, de la formation professionnelle, et qui depuis cette année est porté par le ministère de la Culture, par le programme Vitam. Je ne sais pas si c'est un programme qui vous parle, mais qui a un programme qui porte l'édition d'outils liés à l'archivage numérique dans le cadre du ministère de la Culture français. Archifiltre, c'est un outil pour la compréhension et pour la réduction de nos espaces de stockage numérique. Et notre petit slogan inventé par Manon ici présente, trier, sauver, souriez. Donc on espère que au moins à la fin de cette présentation, on vous aura apporté du sourire pour aborder le tri de vos fichiers numériques. Je passe à la slide suivante. Donc, pour vous présenter, donc nous allons parler toutes les deux. Manon, je te laisse te présenter peut-être. Ce sera plus Oui, agréable. bonjour à tous. Donc, je m'appelle Manon Sagiliotias et ça fait presque 2 ans maintenant que je suis sur Archifiltre. Je suis archiviste numérique au ministère sociaux en France et à côté, je m'occupe de la communication et du pilotage du produit Archifiltre avec Chloé. Et donc moi, je suis donc au sein du programme Vitam. J'ai fondé Archifiltre en 2018 et depuis 2018, c'est un petit peu mon bébé que je porte. Donc maintenant, j'ai aussi Manon qui m'aide à le porter. Et donc c'est nous deux qui allons vous présenter cet outil. J'ai pas précisé, mais si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les marquer au fur et à mesure dans le chat. On est toutes les deux, donc pendant que je parle, Manon pourra répondre et inversement. Et puis on pourra aussi prendre du temps au moment des questions pour discuter avec vous. Donc surtout, n'hésitez pas avec vos questions, vos réflexions. Alors, pour vous expliquer un petit peu le contexte dans lequel on a développé Archifiltre, on va pas rester très longtemps sur des questions historiques, mais c'est aussi pour placer le pourquoi. Pourquoi on s'est mis à développer cet outil. On était confronté, donc quand je vous disais, l'outil a commencé à être développé en 2018. On était au ministère sociaux, donc ministère sociaux français, confronté à une problématique voilà, qui est répandue partout, dans toutes les institutions dans le monde. Une transformation du travail, donc un travail qui était bureautique, papier, beaucoup, qui se transforme en travail numérique avec des outils de plus en plus puissants, des logiciels, plein de logiciels différents qui rentrent dans notre quotidien. Et finalement, la conséquence de cette transformation numérique pour toute personne qui travaille au quotidien, c'est que les supports se sont transformés. Et là où on pouvait visualiser du papier et des espaces de stockage qui devenaient remplis de documents papier, de boîtes de documents papier, eh bien avec le numérique, on le voit plus.
c'est complètement invisible, c'est sur des disques durs, des serveurs, des objets qu'on ne matérialise pas, qui sont beaucoup plus abstraits. Et donc, c'était facile quand on était dans le papier de voir qu'une armoire débordait, de voir qu'un local d'archives était à trier. En revanche, c'est beaucoup plus difficile de visualiser une armoire qui déborde dans l'environnement numérique. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué de savoir quel est le bon moment pour aller trier, pour aller faire de l'archivage. Et c'est un contexte qui, en 2018, en tout cas, on n'avait pas d'outils qui pouvaient nous aider finalement à savoir comment on allait s'attaquer aux armoires numériques. Alors, je ne sais pas si les constats que je fais, vous les partagez et si vous avez d'autres constats, n'hésitez pas non plus à les mettre en commentaire. Les conséquences de cette modification de nos habitudes de travail et de gestion documentaire, c'est que il y a une explosion donc des supports numériques et des logiciels pour gérer ces supports. Donc, on voit apparaître donc les messageries, les serveurs de fichiers avec des logiciels pour créer du traitement de texte, mais maintenant les drives, les outils type Teams ou SharePoint qui sont encore des lieux où on va créer des documents, créer des informations. Et donc, il y a 3 conséquences principales, mais bien sûr, on aurait pu en mettre d'autres, hein. C'est que ça rend les choses très coûteuses, puisque du coup, on est obligé de stocker à plein d'endroits différents. Il y a plein d'outils pour gérer les données maintenant, alors qu'avant, c'était juste un bon vieux papier et un dossier. Maintenant, il faut des logiciels, il faut des licences, etc. Et puis, il y a des conséquences juridiques, puisque on se retrouve à conserver très longtemps parfois des données à caractère personnel qui n'ont pas forcément vocation à être conservées et qu'on n'a pas forcément le droit de conserver. En tout cas, nous, en Europe, on a le règlement général sur la protection des données qui fixe la conservation de certaines données à caractère personnel et on ne peut pas les conserver au-delà de cette durée. Donc, il y a vraiment un enjeu juridique à faire du tri régulièrement sur tout ce qui est donné à caractère personnel. Et puis un impact important au quotidien qui n'est pas que pour les archivistes, qui est vraiment pour tout le monde, c'est la perte de temps. C'est que on estime qu'en moyenne, on perd 1 jour de travail par semaine à rechercher des fichiers. Et donc, plus on va stocker nos fichiers dans nos armoires numériques sans voir qu'elles débordent, et plus on va finalement avoir besoin de temps pour rechercher les fichiers. Alors évidemment, les outils sont de plus en plus performants pour nous aider à chercher. Il y a aussi l'arrivée de l'IA qui bouleverse un petit peu nos usages de la bureautique. Mais en tout cas, c'est un constat ces dernières années d'une transformation profonde avec une appréhension des risques et des problématiques qui est un petit peu différente de ce qu'on avait pu connaître dans le papier. Une autre réalité à laquelle on s'intéresse, l'équipe Archifiltre, c'est la réalité du stockage des données en termes écologiques ou environnementaux. C'est que on est sur des données qui ont été produites de manière exponentielle. On dit que, bon, on a mis la source en dessous, que 99% des données mondiales ont été créées entre 2014 et 2024. Donc on voit qu'il y a eu une explosion de la production des données. Et pourtant, 90% de l'ensemble de ces données n'est plus consulté au bout de 3 mois. Donc on est sur des données qui ont une valeur très obsolescente rapidement, ce qui devrait rendre le tri de ces données et de ces documents encore plus important, puisqu'on est sur des données qui ont une valeur assez courte. Et pour chaque volume de données conservées, c'est un impact en termes d'équivalent CO2, donc d'impact environnemental. Tout stockage a un impact environnemental puisqu'il faut des data centers pour pouvoir stocker les données. Les données sont souvent sauvegardées à plusieurs endroits différents. Donc en plus, il faut stocker ces données à plusieurs endroits et le prix environnemental est multiplié. Et donc pour chacun des serveurs qui sont en service avec nos documents dessus, ça a un impact sur la production de CO2. Donc on estime que pour un serveur, c'est 1 à 2 tonnes d'équivalent CO2 par an
qui est nécessaire pour le faire fonctionner. Alors, juste un élément, ce qui est important à rappeler, c'est que le stockage, c'est pas l'impact le plus important en termes environnementaux. L'impact le plus important, c'est la construction des, des machines, des téléphones qu'on utilise au quotidien. Mais en tout cas, nous, en tant qu'archivistes, on peut jouer un rôle sur la diminution des volumes de stockage. Et cet aspect écologique et environnemental est un des éléments importants pour chacun et chacune, et en l'occurrence pour les archivistes aussi, puisque on a la capacité de venir aider à réduire les espaces de stockage. Alors, c'est quoi les espaces de stockage dans notre quotidien? C'est ce que vous utilisez tous les jours, hein. C'est nos clés USB, nos disques durs de nos ordinateurs, les disques durs externes qu'on peut avoir, les serveurs qu'on utilise au travail, mais c'est aussi les clouds, tout ce qui va se retrouver sur Google Drive, Teams ou toute solution autre que vous utilisez au quotidien. Et souvent, on en utilise plusieurs en parallèle et ils se cumulent finalement pour rendre les choses encore plus volumineuses. Alors, je vais repartir sur une image que j'utilise depuis les débuts d'Archifiltre et qui me plaît beaucoup. C'est, je ne sais pas comment vous comportez quand vous vous retrouvez devant un dossier qu'un service vous a versé ou vous a confié, ou bien même quand vous arrivez dans un service et il y a un serveur de fichiers et vous devez comprendre tous les documents qui sont sur un serveur de fichiers. Alors, je ne sais pas si c'est spécifique, mais en tout cas, ce qu'on avait observé au début d'Archifiltre, c'est que on a tendance à ouvrir un premier dossier. Et dans ce premier dossier, qu'est-ce qu'on va trouver? Une série de sous-dossiers, des documents parfois. Donc, on va aller cliquer sur un sous-dossier pour essayer de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Et dans ce sous-dossier, on va retrouver des sous-sous-dossiers et des documents. Et dans le sous-sous-dossier, on va pouvoir retrouver, etc., etc. Je ne vous ferai pas la démonstration jusqu'au bout parce qu'on a déjà trouvé des arborescences qui font jusqu'à 20 niveaux d'arborescence maintenant. 32 niveaux. 32 niveaux d'arborescence, ça y est, je ne sais plus les chiffres. Donc, quand on a 32 niveaux d'arborescence et de dossiers, sous-dossiers qui s'empilent les uns dans les autres, notre cerveau humain n'est pas capable de comprendre de quoi est constitué ce dossier. Alors qu'avant, dans le papier, dans les boîtes d'archives, on n'était pas forcément capable de comprendre tout ce qu'on avait sous les yeux, mais on voyait le volume que ça représentait et on avait des repères, ce qui était marqué sur les boîtes, ce qui était marqué sur les dossiers. Dans le numérique, notre cerveau n'est pas capable de reconstituer quand on va sur des éléments de plus en plus fins. Quand on va aller voir des documents à l'intérieur de dossiers, sous-dossiers, sous-dossiers. Alors, je ne sais pas si vous partagez cette expérience, si ça vous est déjà arrivé, ce sentiment un peu, on va dire, de panique qu'on peut avoir quand on reçoit. Là, c'était un cas réel, hein, donc ça date de 2017, c'était l'époque où on a commencé Archifiltre. Un service nous a transmis un dossier de 6 gigaoctets. Donc 6 gigaoctets, maintenant, ça paraît pas grand-chose, hein, et en fait, quand on a eu une stagiaire, parce qu'on ne savait même pas comment aborder les choses à l'époque, on a eu une stagiaire, elle a passé 2 mois à travailler dessus. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en 2 mois, comme elle utilisait les méthodes qu'on avait l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire d'aller tout ouvrir, d'aller regarder fichier par fichier, elle a traité que 6% du volume total en 2 mois de ces 6 gigaoctets. Et c'est à partir de ce constat-là qu'on s'est dit, on ne peut pas adopter les pratiques qu'on avait l'habitude d'avoir en tant qu'utilisateur au quotidien. Quand on utilise un ordinateur au quotidien, on va aller voir tous les documents pour essayer de comprendre, les trier, etc. En tant qu'archiviste, vu qu'on a des volumes et des volumes de plus en plus grands à collecter et à trier, si on adopte ces pratiques-là d'aller trier au niveau le plus fin, on va jamais s'en sortir. Et donc c'est comme ça que on se retrouve à faire peu de tri, parce que moi, ma première réaction quand j'ai ouvert ce fichier de 6 gigaoctets, ça a été de le refermer, hein, parce que quand j'ai vu tout ce qu'il y avait à l'intérieur, je n'avais pas du tout envie d'aller passer des heures à aller tout comprendre. Donc on a tendance à retarder et à ne pas faire de tri. Du coup, les volumes de stockage, ils augmentent de manière exponentielle, parce qu'en plus on a vu qu'il y en avait qui étaient créés à tous les niveaux. Et ce stockage-là, il impacte la planète parce que c'est du stockage qui est
pas forcément utile. Il peut être très coûteux financièrement puisqu'il faut des serveurs, il faut des disques durs pour les garder. Et il peut aussi être dangereux juridiquement si on est amené à conserver des données qu'on n'a pas à conserver. Et surtout, il n'est pas du tout pratique au quotidien puisqu'on va augmenter le temps qu'on va passer à chercher des informations. Et ce qui fait que moins on fait de tri, plus les espaces de stockage augmentent, plus on est perdu dans l'arborescence, moins on va faire de tri. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le cercle vicieux de l'augmentation des espaces de stockage. Et finalement, c'est pour ça qu'on a développé Archifiltre. C'est vraiment dans tout ce contexte-là et face à ces constats un peu de pratique de terrain qu'on a expérimenté en tant qu'archiviste, qu'on s'est dit, il faut qu'on développe une solution pour nous aider à aborder tout ça. Alors, à quoi sert Archifiltre? Je vous présente là les principales fonctionnalités, mais évidemment, Manon va revenir en détail sur ces fonctionnalités et comment ça se passe dans l'interface, hein, vous inquiétez pas. Mais globalement, si on peut résumer ce qu'apporte cet outil, c'est le premier apport, et qui est, à mon sens, l'apport essentiel, c'est qu'Archifiltre va être un outil qui va nous permettre de comprendre le contenu d'un dossier et sa structure de manière très rapide, en un coup d'œil. C'est vraiment l'idée de retrouver son super pouvoir d'archiviste. Ce qu'on était capable de faire dans le papier, on arrive à le faire dans le numérique en regardant une arborescence de fichiers, un dossier, un répertoire. Je ne sais pas quels termes sont les plus parlants pour vous. Moi, je parle souvent d'arborescence parce qu'il y a cette idée de derrière un dossier, il y a plein de branches, de sous-branches, mais voilà, c'est un dossier, c'est un répertoire numérique, c'est une arborescence. Si on la voit en entier en un coup d'œil, c'est là qu'on arrivera à comprendre de quoi elle est contenue et comment elle est structurée. Cette compréhension, elle passe par la visualisation. Ce qu'on va vous apporter avec Archifiltre, c'est une visualisation de la structure du dossier de manière rapide en un coup d'œil. À partir de cette visualisation, on va être capable d'identifier un certain nombre de choses. Par exemple, des documents en doublon qui sont présents à différents endroits, des documents qui sont inutiles, des documents dont la durée de conservation est atteinte depuis longtemps, ou des documents qui n'ont aucun intérêt à être conservés, des documents qui sont à supprimer depuis des années, mais on ne sait même pas qu'ils sont là. Donc vraiment, c'est la capacité de visualiser qui va permettre à l'archiviste, avec son cerveau, ses expériences, son expertise, de savoir appliquer ce qu'il sait faire de manière simple, hein. C'est juste que quand on n'a pas conscience que certaines choses sont présentes dans un dossier, on ne peut pas faire ce tri. Donc c'est vraiment là-dessus qu'est basé Archifiltre. C'est une aide à la visualisation qui nous permet en tant qu'archiviste d'apporter notre plus-value et notre expertise métier. Après l'identification de ces éléments doublons, documents inutiles, on va être aussi capable d'identifier des anomalies. Par exemple, ce que disait Manon à l'instant, une arborescence avec 32 niveaux de dossiers, on peut considérer que c'est une anomalie parce que au-delà de ces 5 ou 7 niveaux, c'est très compliqué à gérer au quotidien. Donc en fait, quand on a une arborescence qui fait 32 sous-niveaux, on peut tout de suite identifier qu'il y a un problème d'organisation de l'espace. Donc il va falloir sans doute réorganiser. Ça peut être aussi des anomalies dans les nommages. Se rendre compte que si vous avez une charte de nommage, ou même si vous n'en avez pas, mais que vous voyez que les nommages ne sont pas ceux que vous espérez, ou ils sont pas signifiants, ou il y a un problème au niveau des nommages. Donc ça va vous permettre finalement de tirer des conclusions de manière générale sur cette arborescence de fichiers. Ensuite, après ces différentes identifications, vous aurez la capacité de générer un rapport d'audit, de faire un audit de l'arborescence à un niveau macro, pour avoir une synthèse de votre dossier et pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, notamment vos services producteurs de fichiers, ou avec votre propre service si vous voulez faire l'analyse de vos espaces. Donc la capacité de sortir finalement l'analyse aussi d'Archifiltre. Et puis, vous allez enfin pouvoir générer des exports pour pouvoir agir et faire du tri directement sur votre machine, sur votre espace de stockage. Voilà un peu les 6 grandes fonctionnalités finalement d'Archifiltre qui, à terme, permettent de trier et de nettoyer des espaces de stockage.
Alors, s'il en manque, et si vous voyez qu'il y a des choses qui sont pas très claires, d'ailleurs, n'hésitez pas, bien sûr, à le dire dans les questions-réponses. Mais si vous voyez aussi des fonctionnalités qui vous manquent, n'hésitez pas à nous le dire. Je pense qu'on le dira plusieurs fois ce matin avec Manon. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est vos retours critiques. C'est vraiment de savoir ce que vous comprenez pas, ce qui vous paraît manquer, parce que c'est comme ça qu'on améliore au quotidien l'outil pour vous proposer finalement une solution qui est plus proche de ce dont vous avez besoin. Alors, avec Archifiltre, pour résumer un petit peu, schéma d'utilisation. Avant Archifiltre, on a des espaces de stockage qui sont pas triés. Il y a beaucoup de fichiers qui s'accumulent. Il y a peu de tri parce qu'on l'a vu, il y a le cercle vicieux qui fait qu'on a du mal à faire ce tri. Il y a des doublons. On a du mal à se repérer, on a du mal à faire des recherches et il y a un coût financier et écologique qui du coup est important. En utilisant Archifiltre, ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir faire des éliminations contrôlées, demander les autorisations pour tout ce qui est doublons, fichiers obsolètes et tous les documents qui n'ont plus vocation à être conservés. On va pouvoir préparer des documents pour les verser dans des espaces de conservation, donc des systèmes d'archivage électronique de manière sécurisée, ou bien même ça peut être aussi de séparer des documents qu'on veut conserver sur des serveurs spécifiques. Hein, nous aussi, enfin, c'est ce qu'on a fait par exemple au ministère social pendant longtemps avant d'avoir un système d'archivage électronique. Et on va laisser des serveurs au quotidien utilisés par les services, par les producteurs de documents, des serveurs qui sont triés, où l'arborescence aura pu être réorganisée, ce qui va rendre le travail beaucoup plus efficace. Alors, à qui Archifiltre s'adresse au départ? Très clairement, on a développé cet outil pour les archivistes. Nous, on était archivistes au sein des ministères sociaux. On a tout de suite travaillé avec des archivistes de partout. Alors, au départ, on avait travaillé beaucoup avec des archivistes français parce que c'est ceux qu'on connaissait. Rapidement, on s'est rendu compte que ça intéressait pas que les archivistes français. Donc, évidemment, on a ouvert à toutes les personnes qui étaient intéressées. Et en fait, comme l'outil est libre et gratuit, et qu'on l'a mis à disposition assez rapidement quand on a eu la première version, on a eu tout de suite des retours de nos collègues archivistes qui nous ont donné des façons de l'utiliser, qui l'ont présenté à leur service informatique, à leur service producteur, et on s'est rendu compte qu'en fait cet outil qu'on avait conçu au départ pour les archivistes et les professionnels de l'information, il était aussi utilisé par des services informatiques, par exemple ceux qui gèrent les espaces de stockage dans une organisation. Souvent, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ils nous contactent en nous disant « Oh là là, attention, vous arrivez à 2 téraoctets de stockage sur vos serveurs, il faut absolument faire du tri. » Mais la plupart du temps, ils savent pas comment faire ce tri. Et donc, on s'est rendu compte que avoir la solution Archifiltre à proposer quand ils contactent des services et en disant il faut faire du tri, mais on a une idée pour vous aider à faire ce tri, utilisez Archifiltre, finalement, c'est quelque chose d'intéressant pour les services informatiques. On s'est rendu compte aussi que les archivistes qui présentent la synthèse d'une arborescence aux services producteurs, et ben en fait, les services producteurs, parfois, s'en emparent. Ils utilisent directement l'outil Archifiltre pour analyser eux-mêmes leur arborescence. Ça marche pas pour tout le monde. Vous verrez qu'il y a quand même des choses à comprendre dans l'interface et ça va pas parler à tout le monde. Mais il y a certains services producteurs, ça les intéresse. Ils arrivent en poste, ils savent pas ce qu'il y a sur le serveur. Du coup, ils vont être intéressés pour savoir qu'est-ce que je vais trouver sur ce serveur. Alors, question d'Hassan, est-ce qu'Archifiltre se base sur les métadonnées ou sur le contenu pour faire le tri? Alors, on se base complètement sur les métadonnées disponibles dans le système d'exploitation. Donc, le nom, le chemin, la taille, les dates. Mais ça, on va vous le montrer dans l'interface. Et puis, ce dont on s'est rendu compte enfin dans les utilisateurs d'Archifiltre, c'est qu'en fait, c'était une solution qui pouvait s'adresser finalement à n'importe qui. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du tri sur votre ordinateur personnel, si vous avez comme moi plein de photos qui débordent sur vos répertoires et que vous vous dites, mon Dieu, je ne sais pas comment faire le tri dans tout ça. Et bien finalement, Archifiltre, c'est aussi une solution qui peut être utile pour n'importe qui a un espace de stockage à trier. Donc,
ça explique aussi pourquoi, au fur et à mesure des versions qu'on a développées d'Archifiltre, on a fait évoluer certaines fonctionnalités parce qu'au départ, on les avait conçues pour des archivistes, mais progressivement, on s'est rendu compte qu'il fallait aussi qu'on intègre des utilisateurs qui avaient d'autres profils. Mais bon, on vous le montrera dans l'interface. Et donc, quel est cet outil magique que l'on vous propose? Donc, ce que je disais, un outil qui est développé par les ministères sociaux au départ et maintenant par le ministère de la Culture et qui est open source. Le code est ouvert et disponible. N'importe qui peut le réutiliser. C'est vraiment fait pour ça. L'outil est libre, vous pouvez l'utiliser gratuitement et ça continuera à être le cas. L'objectif, c'est de compter sur l'enrichissement que chacun va apporter par sa pratique pour développer un outil le plus adapté possible aux besoins. Donc c'est pour ça qu'on a voulu le rendre disponible gratuitement. Vous pouvez le télécharger sur le site qui est en cours de changement, donc je ne vais pas vous donner l'adresse tout de suite, mais on pourra vous le communiquer. Et surtout, c'est un outil qui est à l'écoute des besoins utilisateurs, et vraiment, vous êtes tous et toutes nos utilisateurs au même titre que nos collègues des ministères, donc sentez-vous libre et surtout, on a besoin de vous pour pouvoir améliorer le logiciel. Et donc, si vous avez des besoins qui ne sont pas couverts, c'est vraiment important de nous le dire pour qu'on puisse rendre l'outil le plus efficace possible. Pour info, on a plein de services. Alors là, on a affiché surtout des services en France qui utilisent Archifiltre, mais ça concerne autant des organismes publics que des entreprises privées. Il y a beaucoup de prestataires de consultants qui utilisent Archifiltre aussi pour faire des audits dans des services. On a des utilisateurs en France comme à l'étranger, sachant qu'Archifiltre est disponible au moins en français, en anglais et en allemand. Donc si vous avez la volonté de traduire Archifiltre, c'est aussi possible. On peut collaborer pour faire aussi des traductions. Mais en tout cas, c'est utilisé dans tous les domaines. Hop. Et je passe la main du coup à Manon pour la démonstration. Est-ce que tu es là, Manon? On a perdu Manon. Je crois qu'on a perdu Manon. Je vais en profiter pour répondre à la question. L'outil Archifiltre est-il interopérable avec d'autres logiciels de gestion de documents? Alors oui, il peut être interopérable. Ça va se faire via des exports. On va pouvoir faire des exports de fichiers vers certains documents. Mais ça, on pourra vous le montrer tout à l'heure. Je vais lancer la petite présentation en 2 minutes. J'espère que ça va fonctionner. Hop. Est-ce que vous avez le son? Alors, le temps que ça se lance. Chloé, il y a une question de Hassan Oui, dans le chat. Ouais. Est-ce qu'il se base sur les métadonnées ou sur le contenu pour faire le tri? oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était sur les métadonnées. Et j'ai vu la question aussi de Souleymane au Mali. D'ailleurs, je n'avais pas réalisé que c'était au Mali. Bonjour le Mali. Sur les logiciels de gestion de documentaire, on verra tout à l'heure. Et comment faire pour l'accueillir au niveau du Burkina Faso? Bah, en fait, il faut juste le télécharger et vous l'utilisez sur vos postes. Il n'y a pas de démarche particulière à faire en fait pour l'utiliser. Alors, est-ce que je vais réussir à faire la vidéo en 2 minutes? Je ne suis pas sûre. Est-ce que, Mamadou, tu vois si Manon est connectée ou pas? Je la vois pas. Ah voilà, il Non, me dit au secours, on mon a perdu. ordinateur. Voilà, mon ordinateur s'est éteint sans raison, donc je pense qu'elle va Oh là revenir. là. D'accord. Les ministères sociaux ne veulent pas qu'elle travaille aujourd'hui, Ouais, décidément, visiblement. décidément, ouais. Je vais reprendre la présentation et puis elle nous rejoindra quand elle peut. Je vais juste lui répondre que je continue.
et elle nous rejoint. Y a-t-il une limite de stockage sur l'outil? Alors, il n'y a pas de limite Question de de dialogue. stockage. Ouais, il n'y a pas de limite de stockage parce qu'en fait, l'outil ne stocke pas. C'est une analyse qui est faite à partir des métadonnées. Donc, il y a des services qui ont déjà analysé plusieurs téraoctets. Ceci dit, suivant les ordinateurs qu'on a, nous, les ordinateurs classiques qu'on a au bureau, au ministère, ça ne nous permet pas d'analyser plusieurs téraoctets. Il faut des machines assez puissantes. Donc, avec nos ordinateurs classiques, on arrive à analyser assez facilement jusqu'à 500-600 gigaoctets. Et là, la prochaine version d'Archifiltre qu'on est en train de faire, justement, on est en train d'améliorer beaucoup les performances d'analyse pour aller au-delà de 500-600 gigaoctets. Sur des ordinateurs un peu lambda, quoi. Parce qu'on ne peut pas demander à nos utilisateurs de tous avoir des machines super puissantes. En tant qu'archiviste, on fait avec ce qu'on a. Enfin, j'imagine que vous, c'est comme pour nous, on choisit pas trop les ordinateurs qu'on nous donne. Donc, on essaye de développer un outil le moins coûteux en énergie de travail pour que ça puisse analyser des arborescences de plus en plus grandes. Mais je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Donc, comment ça marche? L'installation, c'est une installation qui est possible sur tout Windows, Linux ou sur Mac. Vous téléchargez l'outil sur le site, alors c'est archifiltre.fr, mais on est en train de changer, mais en tout cas vous pouvez taper archifiltre.fr, vous cliquez télécharger, ça va vous télécharger la version qu'il faut par rapport à votre système d'exploitation Linux, Windows ou Mac, et vous avez un exécutable qui s'installe sur votre ordinateur. Vous ouvrez l'exécutable, vous allez analyser une arborescence, on va voir comment ça se passe. Et en fait, ce que vous avez à l'écran, là, c'est l'interface d'Archifiltre. C'est une visualisation Ah bah super, Manon est revenue, tu peux... Et elle nous a partagé le lien. Je termine juste sur cette slide et je te passe la parole, Manon. Vous allez afficher cette arborescence, la visualisation de cette arborescence. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Archifiltre Doc ne modifie pas les fichiers que vous êtes en train d'analyser. C'est vraiment, vous travaillez sur une image. Donc, quand vous travaillez dans Archifiltre, vous allez visualiser une image de votre dossier. Vous allez pouvoir faire des choses sur cette image, mais tout ce que vous faites sur l'image reste sur l'image. Vous n'allez pas modifier directement. Après, il y aura des moyens de faire sortir ce que vous avez fait pour l'appliquer de manière concrète. Manon, est-ce que tu veux reprendre la main du coup pour continuer la présentation? Normalement, ça devrait être bon. Ouais, super, on t'entend. Ouais. J'ai pas réussi à lancer le Loom en 2 minutes. C'est pas grave, je vais Ok. le montrer directement plutôt. Ok, je te laisse. Est-ce que tu peux me laisser directement le partage? Ouais. Tac, tac. Un site internet, j'en profite. Non, ça ne marche pas. Si. Vous voyez quelque chose? Oui, c'est bon, ça fonctionne. Ok. Archifiltre se présente comme ça. Ça va être marrant. Donc, on rentre dans Archifiltre. Quand on rentre dans Archifiltre, on a juste à glisser-déposer ou à aller dans Nouveau répertoire et on trouve notre dossier comme on pourrait le trouver sur un autre ordinateur. Donc là, tout s'affiche, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc on arrive là-dedans. Archifiltre se présente comme étant un visualiseur de vos données. Donc, on va avoir la matrice centrale qui nous montre nos données sous format d'arborescence, de stalactite plutôt, dans lequel vous allez avoir le niveau 1 de votre répertoire, le niveau 2 de votre répertoire juste en dessous, et ensuite les dossiers qu'il y a potentiellement dans ce répertoire. Sur le côté, donc je vais cliquer sur le document. Sur le côté, là où il y a ma souris, on appelle ça le fil d'Ariane. C'est tout simplement le chemin de votre document sur lesquels vous allez pouvoir venir trouver les documents qui vous intéressent.
Les caractéristiques principales de votre arborescence sont dans la première interface en haut, là, la première modale, avec le nom de votre arborescence, le nombre de dossiers, le nombre de fichiers compressés, le nombre de fichiers et la taille. On a rajouté un calcul en CO2 parce qu'on a trouvé que c'était, en tout cas en France, quelque chose qui importait comme un argumentaire pour pousser les services à faire du tri. On a également des dates extrêmes de documents, donc le plus ancien au plus récent. Et après, quand on va cliquer sur un document, la deuxième modale, juste ici, ça va être l'élément en question. Donc on retrouve le nom, et vous voyez en dessous, il y a marqué nom d'origine. Alors je ne sais pas à quel point ça s'affiche sur votre écran en termes de grandeur, mais en gros, si je modifie le nom là maintenant tout de suite, voilà, il va m'afficher l'ancien nom en dessous. Comme ça, dans les métadonnées, vous pouvez respecter le fond tout en modifiant les documents pour qu'ils soient plus cherchables et trouvables par des chercheurs ou par des usagers. On retrouve toujours la taille. Le H, donc le H, c'est l'empreinte du document, c'est son empreinte numérique comme sa carte d'identité et ça nous permet de savoir si deux documents sont exactement les mêmes ou pas, basés sur les métadonnées. Le type, donc le type, c'est tout ce qui est PDF, Word, tableur Excel, etc. Et donc la date de dernière modification. Attention, c'est pas la date de création, c'est la date de dernière modification. Ça nous permet de savoir depuis quand un document n'a pas été utilisé. Donc ça, c'est pour la première vue d'Archifiltre. On en a plusieurs, des vues dans Archifiltre. On a aussi la vue enrichissement. La vue enrichissement, elle va permettre d'apposer une description. Donc, vous pouvez apposer une description décrivant chaque document. Et vous voyez, ça fait apparaître une petite barre sur lequel, qui permet de visualiser là où j'ai déjà décrit. Donc, le nom d'origine, il est toujours modifiable. Et on peut aussi modifier la date de dernière modification parce qu'on s'est rendu compte que parfois, par exemple, quand on télécharge un scan, c'est la date du jour qui s'affiche alors que le scan est plus ancien. Et nous, on veut cette date plus ancienne parce que ça respecte le fond archivistiquement parlant. Donc, on va pouvoir remettre à la main cette métadonnée. On n'a pas encore de fonctionnalité de modification en masse, ni des noms, ni des dates, mais c'est quelque chose qui pourrait voir le jour dans les prochaines versions d'Archifiltre. Voilà. On a une autre information qu'on peut apposer sur les documents. Donc, on a vu que le liseré bleu, là, c'était les descriptions que j'ajoutais. On peut aussi taguer un élément à supprimer et il apparaît en rouge, ce qui nous permet de savoir ce qu'on a supprimé. Sachant que si vous apposez un tag à éliminer sur un enfant, donc sur un fichier qui est en bas d'arborescence, vous aurez... Qu'est-ce que c'est que tout ça? Vous aurez, c'est pas rétroactif, donc ça ne remontera pas vers le parent. Ça veut dire que si vous supprimez tous les documents dans un dossier, ça ne supprimera pas le dossier. Le dossier sera vide, mais il ne sera pas supprimé. Par contre, si vous supprimez un dossier parent, donc par exemple celui-là que j'ai traité, ça va descendre sur les enfants et donc ça va supprimer tous les fichiers qui sont dans le dossier à supprimer. Donc, enfin, voilà, je voulais vous le dire parce que souvent, c'est une question qu'on me pose, donc je vais... Voilà. Archifiltre permet aussi d'avoir plusieurs visualisations. Donc là, c'est pas un très gros répertoire, mais ça arrive qu'on ait des répertoires. Moi, j'ai déjà trié des répertoires de plus de 200 gigas dans Archifiltre, donc c'est un peu compliqué de voir quel est le document qu'on traite. Et pour ça, on va avoir plusieurs formes de classement. Donc, on a un classement par volume, ce qui permet d'avoir les plus gros dossiers qui sont affichés en premier dans l'arborescence. Je vais enlever ça pour qu'on ait... Voilà. Vous avez aussi le classement par date. Et là, le classement par date met les dossiers les plus anciens à gauche.
Et enfin, le classement alphanumérique, c'est le classement que vous avez directement dans vos arborescences et dans vos gestionnaires de fichiers Windows, Mac, Linux. Ce classement, il peut aussi être fait par avoir une couleur particulière. Donc là, vous voyez, c'est par type. Donc on a mis les dossiers en jaune, les multimédias en violet, les Word en bleu, parce que c'était historiquement ce que on avait comme couleur dans les dossiers et les fichiers dans nos explorateurs. Donc on a repris ces couleurs-là. Toutes ces couleurs-là, elles sont inscrites soit dans la documentation, soit dans le rapport d'audit que je vous présenterai après. Donc, vous pouvez les retrouver si vous ne savez pas. Et même, elles sont là, en fait. Voilà. Répartition par type de fichier. Dans Audit, Audit vous permet d'avoir une vision très macro de votre arborescence. Donc, on parlait des niveaux de profondeur tout à l'heure. Donc, on voit le nombre de profondeur, le nombre de fichiers et après la répartition de ces fichiers par type. Donc, on voit que, par exemple, j'ai 12 fichiers PDF qui représentent 13,3 mégaoctets. Donc, ça permet aussi de trier, par exemple, je sais que moi, quand j'ai une arborescence qui a beaucoup d'audiovisuel, je vais traiter l'audiovisuel en premier parce que ça me permettra d'avoir un très grand volume trié en premier. Je reviens à enrichissement pour avoir la pondération. Donc, la coloration, vous avez par type, donc c'est tous ces types de documents qui représentent les types de fichiers que vous avez, et par date. Et dans ce cas-là, c'est un affichage qui n'est pas encore optimisé parce qu'il n'est pas fait pour être accessible à toute personne ayant des problèmes de visualisation des couleurs. Mais en gros, plus c'est bleu et brillant, et plus c'est ancien. Et plus c'est jaune et plus c'est récent. Voilà. Et donc le dernier fil, c'est par pondération. Parfois, donc il y a trop de documents. Je vais remettre la coloration par type. Voilà. Parfois, il y a trop de documents, on ne les voit pas bien. Et par la pondération par nombre, ça permet d'avoir tous les documents vus par la même taille. Donc la même proportion sur votre écran, ce qui permet d'aller beaucoup plus loin dans l'affinage des dossiers. Donc, je vous ai parlé de la fonctionnalité d'audit. On a aussi un rapport d'audit. Donc là, je ne sais pas. Voici, voilà. Donc, on a aussi un rapport d'audit qui est créé là, qui est sous format Word et qui représente toutes les informations principales de votre arborescence. Donc, je vais essayer de vous l'ouvrir. Oui. Bon, si ça veut bien. Voilà. Donc, ça représente encore tous les chiffres clés de votre arborescence, le nombre de fichiers, le nombre de dossiers, la taille, les dates extrêmes, le nom du fichier le plus long de l'arborescence, parce que je ne sais pas si vous savez, mais à partir de 280 caractères, je crois, ça bloque dans Windows. 256. 256, merci. Donc, ça bloque dans Windows et du coup, tu ne peux plus ouvrir les documents. Le niveau de profondeur, mais aussi quelques informations sur la répartition par type. Donc là, vous avez la liste de couleurs par type. Et ensuite, c'est les fichiers les plus anciens, les fichiers à supprimer, les fichiers les plus volumineux. Et tout ça, ça va vous permettre de savoir par quoi commencer dans votre traitement sur votre espace de stockage. J'en profite pour vous montrer les autres exports d'archifiltres. Donc, on a un rapport d'audit, un export RECIP qui permet d'aller sur un autre logiciel de traitement pour rentrer des métadonnées plus précises basées sur le CEDA, donc une norme d'archivage pour pouvoir les rentrer dans un SAE. Dans notre cas, c'est surtout Vitam. Et après, il y a toutes les possibilités de récollement, donc les inventaires de ce qu'il y a dans votre espace de stockage en format CSV, CSV avec empreinte, donc avec tous les cartes d'identité des documents,
Excel et CSV hiérarchisé, ça vous permet de revoir la hiérarchie en format arborescence de vos dossiers. Donc, chacun de vos fichiers sera dans une case de dossier plus importante. On a aussi, et c'est là-dessus que Chloé vous a dit tout à l'heure, on peut agir sur les documents, mais qu'en sortant d'Archifiltre. On a un script de suppression et une liste des éléments à éliminer. Donc, ça nous sert un petit peu de bordereau d'élimination. Et ce script de suppression, il agira sur tous les éléments tagués à éliminer dans notre arborescence. Donc, je rappelle, le tag à éliminer comme ça. Si j'en tag plusieurs, ça va générer une liste de tout ce qui aura été tagué à supprimer. Et donc, nous pourrons les éliminer directement puisqu'ils ont déjà été sélectionnés. Et je crois que c'est tout pour les exports, oui. Et la dernière fenêtre, c'est la fenêtre de redondance. Bon, alors là, c'est pas la bonne arborescence. J'ai été trop zélée sur les documents. Ici s'affichera tous vos doublons de documents. Donc, je suis désolée, c'est pas la bonne arborescence, mais en tout cas, faites-moi confiance. La liste, elle apparaîtra et vous pourrez ensuite aller les chercher pour les taguer à supprimer. Comme ça vous permettra de taguer directement les doublons que vous voulez enlever dans Archifiltre. Et donc, après, grâce au script de suppression, vous pourrez les enlever. Nous avons donc l'import de métadonnées ne sert à rien, enfin aurait servi à quelque chose, mais on a été coupé dans notre développement, donc pour le moment ce bouton-là ne sert à rien. Vous avez une fonctionnalité de recherche qui vous permet de sélectionner, enfin de rechercher n'importe quel voilà, n'importe quel document et vous pouvez le taguer à éliminer directement ici ou aller le voir pour l'ouvrir dans Archifiltre. Vous avez aussi donc les traditionnels annuler, revenir en arrière, revenir vers ce que vous avez fait. Donc ça permet d'enlever une manipulation qui a été un peu trop vite. Et vous pouvez aussi enregistrer votre session. Cet enregistrement, il va vous permettre de générer un format JSON qui vous permettra de revenir sur votre arborescence si vous n'avez pas fini votre travail. Donc, vous n'aurez plus qu'à réimporter le JSON dans Archifiltre et ce JSON-là vous permettra de revenir exactement à l'endroit où vous en étiez dans le traitement de votre arborescence. Voilà. Et maintenant que je vous ai donné un nombre infini d'informations sur l'outil, je vais passer aux questions. Tu veux que je remette le support maintenant ou pas? Si tu veux, comme ça, on va pouvoir passer aux astuces pour trier. Ok. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le fonctionnement. Oui, Mamadou. Oui, bah, on a deux questions ici à ce niveau. Par rapport au JSON quand on enregistre, après, s'il y a des changements dans le dossier de base, dans le VRAC, est-ce que c'est pris en compte ou bien il faudra aller réimporter tout le dossier? Non, alors, Deuxième question, ouais, quand on tape également à supprimer, est-ce à dire qu'on autorise Archifiltre à aller dans les dossiers supprimer des fichiers ou bien c'est juste une notification qu'on reçoit? Est-ce que Archifiltre supprime directement dans le dossier? alors, je vais répondre à la première question déjà. Donc, la première question, c'était le JSON. Est-ce que si on modifie le fichier de base, est-ce que ça va modifier? Donc, on ne prend pas en compte pour le moment les modifications qui peuvent être faites dans un dossier. Ça, on essaye de le prendre en compte pour la prochaine version, Archifiltre V5. Mais pour le moment, donc je ne sais pas si vous avez vu, mais quand j'ai ouvert l'arborescence, ça m'a mis une erreur sur le côté. C'est parce que ça ne peut pas recalculer les empreintes qui ont déjà été prises en compte. Donc ça ne prendra pas en compte, il faudra le réimporter si vous voulez avoir les nouveaux documents ou les documents supprimés qui n'apparaissent plus dans Archifiltre. Pour ça, moi, ce que je fais, c'est que dès que je reçois un espace de stockage, je fais un récollement Archifiltre avec un fichier JSON. Comme ça, je sais ce qui est
à heure plus 1 mon arborescence, comment elle était. Et à chaque fois que je fais du traitement dessus, je re-enregistre un nouveau JSON et comme ça, je peux repérer toutes les étapes que j'ai faites dans mon arborescence et ça s'affichera dans la modale de visualisation. Alors, j'espère que j'ai été assez claire. Pour la deuxième question, oui. Pour la C'était sur la deuxième question, suppression. oui, c'était sur la suppression. Donc, la suppression dans Archifiltre, elle fonctionne elle fonctionne que sur Windows. On est en train d'essayer de régler ça, mais pour le moment, elle ne fonctionne que sur Windows parce qu'elle fonctionne avec PowerShell. PowerShell, c'est le logiciel de ligne de commande de votre ordinateur. Ça vous permet d'exécuter des scripts en ligne de commande. Ce script-là, il fonctionne grâce à ça. Donc, en fait, on part du principe que si vous les avez tagués à supprimer, que vous êtes allé télécharger le script de suppression et qu'ensuite vous lancez le script de suppression, c'est 3 niveaux de validation de votre part pour agir sur les dossiers. Comme on estime que dans Archifiltre, on ne peut rien faire, on dit surtout aux services producteurs de ne pas aller plus loin que ça et que c'est les archivistes qui vont faire le ménage quand c'est le cas, ou les DSI. Mais en tout cas, comme il y a beaucoup d'étapes et surtout la ligne de commande, elle n'est pas accessible à tout le monde, et ben on a décidé que ça suffirait. Il n'y a pas de revalidation dans Archifiltre pour dire est-ce que j'ai le droit de toucher à ces dossiers-là? Non. Par contre, la ligne de commande s'effectuera seulement si vous avez accès aux documents que vous voulez supprimer. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les droits de suppression sur un document, il ne sera pas supprimé. Ok, Mais après, merci. si jamais c'est des choses qui sont embêtantes ou que vous comprenez pas ou qui sont pas adaptées à vos cas d'usage, justement, ça c'est des choses, n'hésitez pas à nous le dire, hein, parce que on a fait des Oui. choix au moment où on a développé des fonctionnalités en fonction de ce que les utilisateurs nous avaient donné comme information, mais on peut très bien s'être trompé ou maintenant, en élargissant l'utilisation, se rendre compte que les choix qu'on a faits sont plus pertinents. Donc, faut pas hésiter surtout à nous dire, même quand ça vous paraît pas logique, hein. Rien n'est immuable. C'est vraiment fait pour avancer. Si jamais, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Je vais juste balayer rapidement la présentation en sachant qu'on va vous l'envoyer, hein. Donc évidemment, vous aurez le support pour re-regarder ça tranquillement. Donc vous rappelez ce que Manon vous a présenté en live, la démo. Donc on peut analyser un dossier qu'on peut déposer dans Archifiltre ou aller récupérer. Vous avez du coup cette interface qui s'affiche avec les caractéristiques qui concernent toute l'arborescence et les caractéristiques qui concernent le fichier sur lequel vous êtes. Donc j'espère que ces éléments-là c'était clair et que vous avez compris un peu ce qui s'affiche sur l'écran d'Archifiltre. Si c'est pas le cas, encore une fois, vous nous le dites et on peut vous remontrer. Vous avez ensuite ce dont on parlait tout à l'heure, l'impact écologique environnemental du stockage des fichiers qui apparaît ici. Donc ce qu'on a décidé de présenter, c'est à côté des caractéristiques de l'arborescence, vous avez le poids de l'arborescence en kilos d'équivalent CO2 par an. Donc c'est ce que représente en termes d'émissions de CO2 le stockage de cette arborescence. C'est pour aider les services et nous-mêmes à prendre conscience du coût environnemental de stockage. Donc c'est plus pertinent à regarder au niveau d'une arborescence complète, mais c'est aussi présent au niveau du poids d'un fichier. Bon, pour les tout petits fichiers, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais quand c'est des très gros fichiers, souvent des fichiers audiovisuels, ça peut être intéressant de voir que un gros fichier peut avoir un énorme impact. Donc Manon vous a montré tous les boutons qui sont présents en haut, qui vous permettent de faire des actions de recherche, annuler, rétablir une modification, sauvegarder votre travail, exporter le travail, donc avec les différents exports disponibles.
Vous avez aussi disponible ici les paramètres de langue et de confidentialité, en sachant que, je sais pas, je suis pas sûr qu'on l'ait dit, donc je le dis maintenant, les seules données qu'Archifiltre récupère, ce sont des statistiques d'usage. Comme c'est un outil libre, la seule chose dont on a besoin pour continuer à exister, c'est des statistiques qui prouvent à nos financeurs, qui sont les ministères, que l'outil est très utilisé et qu'il y a toujours un intérêt à continuer à le développer. Mais si jamais ça vous pose un problème de nous faire remonter ces statistiques d'usage qui sont complètement anonymes, hein, on ne sait pas qui vous êtes, mais vous avez le droit de modifier ces paramètres de confidentialité. Je vous le dis parce que peut-être que ça peut être un élément qui vous est demandé par vos responsables informatiques en termes de sécurité. Donc si jamais vous en avez besoin, ça existe, mais sachez qu'on a vraiment besoin, pour continuer à développer gratuitement Archifiltre, de prouver qu'Archifiltre est utilisé et donc d'avoir ces statistiques d'usage. Donc faites-le seulement, s'il vous plaît, que si vous avez vraiment l'obligation de désactiver les statistiques. Et puis vous avez le bouton qui vous permet de fermer l'arborescence, d'en charger une autre, ou bien, comme Manon vous montrait, de redéposer le fichier JSON qui vous permet de recharger l'arborescence très rapidement que vous avez enregistré. Manon vous a montré le classement par volume date ou par alphanumérique. Vous avez aussi la coloration, donc ça c'est ce que Manon vous a montré sur les dates, pour voir quels sont les dossiers, les documents les plus anciens, les dossiers, les documents les plus récents. Encore une fois, c'est ce que je vous disais au début, on a travaillé avec des archivistes pour concevoir l'outil, donc on s'est basé beaucoup sur les pratiques que les archivistes avaient dans le papier. Alors c'est peut-être plus pertinent maintenant, parce que les archivistes ont développé des pratiques sans le papier maintenant, donc on est en train de réfléchir à tout ce que ça implique d'avoir des archivistes un peu plus habitués au numérique, mais à l'époque, on a vraiment reproduit, sans trop le vouloir, mais on a reproduit des mécanismes qu'on avait dans le papier. Et dans le papier, on a besoin de savoir quels sont les documents les plus anciens et quels sont les documents les plus récents pour pouvoir comprendre une arborescence. Pour pouvoir comprendre un versement ou un dossier, pardon. Vous avez la possibilité de voir donc la coloration par catégorie de fichiers. Ce que Manon vous expliquait, le violet, c'est tout ce qui va être multimédia, le vert, c'est tout ce qui est tableur, type Excel, etc. Vous avez la possibilité de déplacer des éléments. C'est pas une fonctionnalité très utilisée. Et je rappelle que le déplacement, c'est uniquement sur l'image, hein. Vous ne le faites pas en réel dans vos espaces de stockage. Pour l'instant, c'est que sur votre image que vous déplacez des éléments. Vous pouvez zoomer aussi. Je ne sais pas si tu l'as montré, Manon, mais quand on a des très grosses arborescences, en fait, parfois on ne voit pas les tout petits éléments au milieu. Et donc, ça peut être intéressant de zoomer dans l'interface pour aller voir des choses un peu plus précises. Et vous pouvez ensuite dézoomer, bien sûr. Et ensuite, vous pouvez, donc après l'onglet général où vous avez compris l'arborescence, de quoi elle est constituée, sa structure, etc., vous pouvez aller enrichir avec ce que vous montrez Manon, la modification des noms, des dates, les tags que vous pouvez utiliser pour enrichir l'arborescence. Vous pouvez aussi, hop, je suis allé un peu trop vite, décrire, donc mettre une description sur un élément. Vous avez ensuite la possibilité de modifier, donc ça c'est ce que tu montrais Manon, le nom, la description, c'est ce que je viens de dire, les tags, hop. Et donc ensuite, vous avez le dernier onglet qui vous permet d'identifier aussi les doublons. Donc là, c'est ce que, voilà, comme Manon n'a pas pu vous le montrer parce qu'elle a fait, c'est une trop bonne archiviste, elle avait déjà supprimé tous ces doublons. Je vous montre à quoi ressemble cette interface de gestion des doublons. Elle n'est pas parfaite, hein. On est en train de la revoir, on sait qu'il y a des défauts, mais vous avez une première visualisation qui vous permet de voir quel est le pourcentage de doublons, de redondance que vous avez dans votre arborescence. Alors, on a choisi d'utiliser le terme de redondance parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de documents qui étaient présents plus de 2 fois. Donc, c'est pas vraiment des doublons, c'est plutôt voilà, on a utilisé le terme redondance. Je sais pas, je me questionne pour savoir si c'était le bon terme, mais n'hésitez pas à nous donner votre avis d'ailleurs. Et après, vous avez la liste de ces doublons
avec le détail de où ils sont situés dans l'arborescence et vous pouvez taguer ceux que vous souhaitez éliminer, toujours avec le même principe. C'est sur l'arborescence affichée dans l'archifiltre qu'on tag, mais c'est pas en réel. Et si vous voulez supprimer réellement, il faut que vous alliez faire le script de suppression. Et enfin, vous avez l'onglet Audit qui vous permet d'avoir des éléments un peu de type audit, mais c'est surtout le rapport d'audit qui vous permettra de le faire. Comment est-ce que la bonne structuration des fichiers va impacter directement sur le classement original dans votre unité de stockage? Faudrait-il revenir dans l'espace de stockage pour l'appliquer? Oui, tout à fait. Ce qui va se passer, si vous voulez travailler sur une réorganisation des fichiers d'une arborescence, ce qui va se passer, c'est que vous allez travailler dans l'archifiltre sur l'image de cette réorganisation. Vous allez déplacer des éléments, vous allez faire des renommages, mais après, il va falloir revenir dans le véritable espace de stockage pour pouvoir appliquer cette réorganisation. Et donc, soit manuellement, ça peut être assez pénible, soit vous pouvez aussi fournir un export via les récollements CSV qu'on vous a montré à la DSI pour que eux fassent la transformation de l'espace. Nous, c'est ce qu'on a fait dans certains cas au ministère sociaux, parce que du coup, j'ai travaillé pendant longtemps au ministère sociaux, c'est pour ça que je donne cet exemple. Et du coup, ça sera... on avait fait la nouvelle arborescence avec le service. On a créé un fichier CSV qui nous donnait la nouvelle organisation, les nouveaux chemins et tous les documents qui étaient à l'intérieur. On a confié ça à la DSI du ministère et en fait, c'est la DSI qui a fait les transferts de fichiers pour appliquer la réorganisation. Donc ça, c'est possible, c'est pas facile, ça se fait pas en un claquement de doigts, mais c'est tout à fait possible et c'est surtout des éléments qui sont très intéressants à faire avec les services comme un travail un peu de long cours en fait. Il peut y avoir un gros focus dans un premier temps avec un service pour la réorganisation et aussi à long terme pour ne pas mettre en place des mauvaises pratiques dans le service. Donc l'onglet audit, Manon vous a montré donc le rapport d'audit qui est en Word pour que vous puissiez le transformer, rajouter des préconisations, mettre votre logo, vos termes de votre institution. L'idée c'est vraiment de proposer aux archivistes quelque chose qui soit facile à utiliser, que vous avez tout de suite sous l'œil. Si vous avez 3 minutes à consacrer à l'analyse d'une arborescence, vous téléchargez Archifiltre, vous chargez votre arborescence dans Archifiltre, vous éditez le rapport d'audit, voilà, en 3 minutes, vous avez déjà un document qui n'est pas magnifique, hein, il n'est pas super sexy, mais au moins, il donne une synthèse. Et ça, il y a plein d'archivistes qui nous ont dit que c'était très intéressant pour eux de montrer ça au service, de dire, ben voilà, en tant qu'archiviste, moi, c'est ça que je peux vous apporter. Je peux vous apporter un regard global sur vos dossiers, j'ai de l'expertise sur la gestion documentaire, je peux la décliner aussi sur vos dossiers numériques, on peut faire du tri, on peut identifier des documents qui sont à conserver à titre historique ou pour des raisons juridiques ou je ne sais quoi. Et donc, voilà, travaillez avec moi. J'ai des outils, j'ai des façons de faire et je peux vous apporter quelque chose. Donc les récollements, donc ça c'est ce que Manon vous a montré, les récollements CSV avec différents types de récollements. Très très pratique quand on veut bidouiller des choses dans les tableurs Excel. Je sais qu'il y a pas mal d'archivistes qui aiment bien faire leur propre recherche complémentaire du rapport d'audit, donc ça c'est très pratique. Et on avait prévu quelques petites slides sur des conseils sur comment débuter avec Archifiltre. J'ai bien vu qu'il y avait des personnes qui me demandaient de l'aide pour lancer Archifiltre au Burkina Faso, également en Tunisie, je crois. C'est ça, j'ai vu passer. Donc oui, il n'y a pas de souci. Mais du coup, pour vous donner un peu plus encore de facilité à démarrer l'utilisation, ce qu'on vous conseille avec Manon, c'est d'éviter de commencer au début par des gros volumes. Au-dessus de 100 gigaoctets, ça peut prendre du temps. Donc commencez au début à utiliser Archifiltre sur des plus petits dossiers pour appréhender comment ça fonctionne, pour bien capter tous les éléments qu'il y a à l'écran, comment s'en servir. Et quand vous serez plus à l'aise avec l'outil, avec l'utilisation, allez vers d'autres gros volumes pour voir ce que ça peut vous donner.
quand vous allez analyser des arborescences qui ne sont pas chez vous, pas dans votre service, regardez d'abord si vous avez bien l'autorisation de voir tous les dossiers. Parce que le problème qu'on peut avoir, c'est que si on analyse une arborescence, mais qu'en fait on n'a pas accès à certains dossiers, on peut mal la comprendre. Donc c'est un travail à faire avec le service, soit avec le service producteur, soit avec les DSI de votre organisation, de s'assurer en amont que vous avez la capacité de bien analyser les éléments. Sinon, vous aurez qu'une vision partielle. Il y a certains éléments qui peuvent bloquer l'analyse. Voilà, donc vous allez avoir des cas où l'analyse va bloquer. Vérifiez que vous avez bien les droits de lecture. Vérifiez qu'il n'y a pas des documents qui sont en cours de lecture ailleurs. Donc, pour les premières utilisations, faites-le surtout sur votre serveur pour être sûr que vous n'allez pas avoir des mauvaises surprises. Et pour l'instant, c'est pas possible d'analyser un dossier complet. Donc, si vous mettez tout votre disque C ou votre disque D, pour l'instant, ça ne marche pas dans Archifiltre. La très bonne nouvelle, c'est que dans la version 5 qu'on est en train de développer, ça y est, ça marche. Mais là, celle que vous avez sur le site Archifiltre, la V4, vous avez la possibilité vous n'avez pas la possibilité d'analyser un dossier racine. Donc ça, n'hésitez pas à mettre un dossier en dessous de la racine, déplacer les éléments pour pouvoir tout analyser, ou aller analyser plutôt un dossier qui n'est pas à la racine, qui n'est pas la racine. Oui, oui, tout à fait, Mamadou, tu as raison. Il nous reste une bonne trentaine de minutes, donc n'hésitez pas à poser vos questions et à prendre la parole, il n'y a pas de souci. Je continue les petits conseils pratiques, mais bien sûr, si vous avez envie d'intervenir, et puis même de nous expliquer parfois des cas d'usage où ça vous paraît compliqué à utiliser. On pourra peut-être pas répondre à tout de suite avec Manon, mais ça peut être intéressant de partager là-dessus, donc vraiment n'hésitez pas. Dans les petits pistes de tri, comment on fait pour trier une arborescence? Une fois qu'on a réussi à installer Archifiltre, qu'on a réussi à analyser son premier dossier, bah, une fois qu'on a cette interface là qui s'affiche avec les stalactites jaunes de toutes les couleurs, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la première action? Parce qu'on vous a parlé de retrouver ces super pouvoirs d'archiviste, mais c'est quoi nos super pouvoirs d'archiviste? Alors, déjà, la première chose à faire, enfin qu'on peut faire dans Archifiltre, mais qui correspond souvent à ce qu'on faisait aussi dans le papier, c'est de s'attaquer au plus gros volume. Donc, on vous conseille de commencer par les plus gros dossiers. Ceux qui prennent le plus de place à l'écran, c'est les plus gros dossiers. C'est ceux qui ont le plus de volume sur l'espace de stockage. Et c'est souvent, alors, vous pouvez ne pas être d'accord, hein, si c'est pas le cas, mais moi, quand j'étais sur des traitements papier, c'était souvent par là qu'on attaquait les choses. On attaquait par ce qui prenait le plus de place parce que bah, au moins on avait résolu la plus grosse partie du problème. Donc repérez ce qui prend de l'espace à l'écran parce que quand vous aurez fini de trier cette partie-là, vous aurez fait le plus gros du travail et vous aurez la satisfaction de voir les choses avancer. Repérez aussi les plus gros fichiers. Donc vous avez les plus gros dossiers, c'est ceux qui sont en jaune, et les plus gros fichiers, ça va être tout ce qui est en violet, bleu, vert, orange, etc. Souvent, ça va être des fichiers violets. Les fichiers violets, c'est ce que disait Manon, c'est des fichiers vidéo multimédia. Cas d'usage chez nous régulier, un serveur d'un service avec une grosse vidéo qui est le pot de départ de machin telle année qui se retrouve en vidéo sur le serveur. Bon, ça peut être très sympa à garder parce que c'est un collègue qu'on aimait beaucoup, mais ça n'a pas forcément d'utilité pour le service à être conservé là. Et donc, quand on a identifié comme ça une grosse vidéo qui n'a pas d'utilité à être conservée, eh ben, on gagne énormément de place juste en ayant repéré un gros fichier. Donc regardez en priorité ceux qui prennent le plus de place à l'écran. Ça peut être aussi d'autres cas d'usage, repérer un dossier de photos perso qui se retrouve sur le serveur. La personne qui l'a mis se souvient même pas qu'elle l'avait mis et ça n'a aucun intérêt. Et puis surtout, c'est même pas autorisé de le conserver sur un serveur. On l'identifie, on le supprime direct. On n'a même pas besoin d'aller consacrer du temps. Donc vous voyez, c'est vraiment des choses qui sont très très faciles à faire rapidement. C'est des tris très très rapides. Hop. Sur la structure.
Ouais, merci Manon de lancer les questions. Les numéros des animateurs pour des éventuels retours une fois bloqués dans la mise en œuvre d'Archifiltre. Alors les numéros de téléphone, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez parler. Regarde, donc sur la structure des fichiers, ce que vous pouvez regarder, c'est dans l'interface. Ah bah allez-y, prenez la parole. Diallo, allez-y, hein, si vous voulez prendre la parole. Est-ce qu'il faut il faut peut-être qu'on autorise le micro. Alors moi, j'y arrive pas, Mamadou. Je sais pas si toi, tu Ok, peux autoriser. je vérifie. Ouais, je Oui, vérifie. c'est bon, oui. Ouais, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Autoriser. D'accord, merci. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis bonjour. Djibril Diallo, je suis de l'Université numérique du Sénégal. Tout d'abord, je tenais vraiment à Diallo, on t'entend féliciter faiblement, l'ASBAT. hein. Faut parler plus fort. Alors, est-ce Diallo, que vous plus fort. m'entendez maintenant? Oui, Voilà, c'est bon, c'est mieux. Ok, voilà. Merci beaucoup. Donc, je suis de l'Université numérique du Sénégal et je félicite vraiment l'ASBAT pour cette initiative et remercier également vraiment les formatrices. Donc, vraiment, c'est une formation qui est très, très intéressante. Et je pense que voilà, donc ça pourrait vraiment être utile pour nous qui sommes dans les administrations publiques surtout. Voilà, donc moi j'avais deux questions. D'abord, dans la présentation de Chloé, je pense, j'ai vu quelque part où on pourrait utiliser Archivite pour la gestion des mails. Donc ce serait bien qu'on puisse vraiment faire une démonstration pour voir comment utiliser cela pour la gestion des mails. Et également, dans le cadre d'une administration, par exemple, parce que nous, on a l'habitude, en tant que peut-être professionnel de l'information, à créer en tout cas, avoir des problèmes de gestion électronique des documents où beaucoup d'utilisateurs, voilà, donc, peuvent intervenir dans cet espace numérique. Est-ce que ce serait possible vraiment avec Archifit, vraiment d'avoir cet espace? Et vraiment, dans le paramétrage également, permettre à des utilisateurs, voilà, donc d'avoir accès par exemple, quand on est dans une administration publique, créer un compte spécifique pour Archifit et également créer des codes d'accès pour certains utilisateurs qui pourraient également intervenir et faire vraiment un paramétrage qui permettrait à plusieurs archivistes dans une institution de pouvoir vraiment utiliser l'outil. Donc, c'est ça mes deux interventions. Donc, tout en vraiment vous réitérant vraiment mes remerciements et vraiment mes félicitations dans le cadre de cette formation. Merci beaucoup. Alors, je ne crois pas que pour l'instant, alors le paramétrage, ça n'existe pas. Je ne sais pas si je réponds correctement à votre question, donc n'hésitez pas à préciser si jamais ce n'est pas le cas et Manon à me compléter. La façon dont on peut collaborer actuellement entre archivistes autour d'Archifiltre, c'est en se partageant les analyses. Donc, un archiviste va faire une analyse, il va rajouter des métadonnées, enrichir, comprendre des choses et il va pouvoir enregistrer le JSON, l'envoyer à son collègue archiviste ou bien à son chef pour validation ou bien à son service producteur et ils vont pouvoir échanger dessus. Pour l'instant, la collaboration autour d'Archifiltre, ce serait plutôt de cet ordre-là. Si jamais il y a d'autres choses qui vous intéressent, nous, ça nous intéresserait beaucoup d'en savoir plus. Donc à ce moment-là, ça pourrait être intéressant qu'on prenne rendez-vous pour un peu mieux comprendre ce que vous avez en tête, parce que c'est comme ça qu'on trouve des nouvelles fonctionnalités, hein, c'est quand vous nous donnez des idées. Donc je suis très intéressée pour qu'on creuse le sujet ensemble si ce qu'on propose actuellement ne répond pas complètement à la question. Mais Manon, si tu veux compléter ma réponse, n'hésite pas. Non, c'est ça. On a réfléchi à faire des comptes dans Archifiltre, mais pour le moment, ça demandait de récolter des données qui étaient des données personnelles. Et à partir du moment où on essayait de faire en sorte que cet outil soit le plus open source possible, qui récolte le moins d'informations possible pour avoir le moins de contraintes possible, parce qu'on travaille avec les ministères de la justice, etc. Et c'est très dur pour eux d'avoir des outils qui font remonter des informations comme ça.
Donc, on était parti sur le fait que les comptes dans Archifiltre ne seraient pas, en tout cas pas pour tout de suite. Mais si vous y voyez vraiment une plus-value, n'hésitez pas à nous le mettre. J'ai mis dans la conversation notre outil dédié pour les remonter ou par mail pour qu'on se programme une réunion. Ah, on a perdu Manon. Donc oui, effectivement, ok, je rebondis. N'hésitez pas à nous... On t'a retrouvé? Alors, t'as pas de son. Les... Là, non. Les ministères sociaux ne veulent pas que tu nous parles aujourd'hui, Manon. On va y arriver. Mais oui, n'hésitez pas à nous écrire par mail et nous, on sera vraiment ravis d'avoir des temps d'échange plus précis pour connaître vos cadres de fonctionnement, votre contexte. Donc vraiment, je vous encourage à nous envoyer un message. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour, par rapport aux sollicitations que vous avez faites, pour vous dire, là, aujourd'hui, ce matin, c'était une présentation rapide. On peut tout à fait imaginer une formation plus longue où on prend le temps de manipuler les outils ensemble pour que vous soyez plus à l'aise. Et on peut aussi imaginer mettre en place un réseau d'ambassadeurs. En fait, vous pouvez être quelques archivistes par pays à vous former avec nous. Et puis après, vous pouvez devenir ambassadeur dans vos pays, dans votre communauté, pour faire utiliser Archifiltre ou nous faire remonter les besoins que vos collègues vous font passer. Donc voilà, tout ça est possible, tout ça est très souhaitable. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous solliciter. Est-ce qu'Archifiltre est compatible avec les SAE existants? Alors nous, enfin, vu qu'on est un logiciel français au départ, on a d'abord abordé la question des SAE français, donc on est compatible avec le logiciel Vitam, ça c'est sûr, puisque en plus maintenant on fait partie de l'équipe Vitam. En revanche, on a des exports qui peuvent être compatibles avec un petit peu d'effort avec d'autres types de SAE. Si vous avez d'autres SAE existants, il faudrait qu'on creuse la question. Pour l'instant, nous, c'est surtout les SAE français, parce qu'on a une norme, un standard d'échange de données pour l'archivage, le CEDA, comme disait Manon tout à l'heure, qui est obligatoire en France, qu'on utilise comme pour formater, on va dire, les métadonnées pour l'archivage. Et donc, nous, les solutions qu'on développe, c'est beaucoup en lien avec ce standard d'échange. Mais on a un export MET qui fonctionne pas actuellement, mais qui est possible. Et on peut très bien travailler ensemble si vous avez des formats particuliers que vous souhaitez approfondir ce sujet de la compatibilité avec des SAE. Donc voilà, si vous avez des formats particuliers, n'hésitez pas à nous les donner aussi. Ah oui, pardon, la question sur la gestion des mails, oui, c'est vrai, on l'a zappé parce que c'est la question qui nous arrange pas. On a développé, en fait, on a l'outil Archifiltre Doc pour les documents, pour les arborescences de documents. Et en 2021-2022, on a développé un autre outil qui est Archifiltre Mail pour analyser la structure des messageries. On a fait une première version qui était loin d'être parfaite, mais qui apportait un peu la même chose qu'Archifiltre Doc, mais pour les messageries. Et c'était plutôt des messageries Outlook qui étaient basées sur le format de conteneur PST. Et en fait, au moment où on a sorti cette version, on a eu Microsoft Office 365 là, qui a sorti un nouvel Outlook et qui a rendu nos développements quasiment obsolètes. Et en fait, on n'a pas eu les financements et l'équipe pour arriver à reprendre les travaux. Donc en fait, on a une première version d'Archifiltre Mail qui est toujours au même principe utilisable, hein. Vous pouvez aller voir ce qu'elle peut vous apporter. C'est un peu le même principe qu'Archifiltre Doc, mais pour les mails. Sauf que là, sur cet outil-là, on n'a pas la capacité de poursuivre les développements. Donc on n'en parle pas trop parce qu'on ne peut pas vous accompagner et on ne peut pas vous proposer d'amélioration. Maintenant, le code est disponible, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le reprendre, le transformer, et voilà, regardez ce que ça peut vous apporter, et éventuellement nous dire s'il y a des besoins particuliers pour qu'on essaye d'appuyer des développements complémentaires. Mais voilà, actuellement, on est un peu insatisfait de ne pas pouvoir mieux répondre aux besoins.
Mais en tout cas, besoin partagé, hein, côté français. Après, sachez que l'outil dont Manon parlait, là, l'outil Recip, développé par le programme Vitam, est un outil qui nous aide quand même beaucoup sur la compréhension des messageries et la gestion des messageries. C'est aussi un outil libre, c'est aussi un outil que vous pouvez télécharger. Donc, n'hésitez pas à aller voir Recip, ce que ça peut vous apporter. Par rapport à des outils payants qu'on a pu tester sur l'analyse de messagerie, ça nous apporte déjà beaucoup. Donc voilà, je ne sais pas quels sont vos besoins spécifiques sur les messageries. Pour l'instant, c'est des outils qui analysent une seule messagerie. Nous, au sein d'Archifiltre, on aurait bien aimé, dans les versions suivantes d'Archifiltre Mail, proposer des analyses de plusieurs messageries ensemble pour analyser des services complets. Mais bon, voilà, comme je vous disais, on ne pourra pas. Mais en tout cas, vous pouvez regarder ces deux outils existants qui sont libres et gratuits, et puis nous dire un peu ce que ça vous apporte et si vous voyez des choses complémentaires. Oui, Mamadou, j'ai vu qu'il y avait une main levée. Merci Chloé pour ces précisions. Je vais aborder dans le même sens hein, que le collègue Djibril. Diallo, le collègue Diallo, ouais. Donc, c'est un des enjeux, en fait, de nos jours, pouvoir analyser les comptes mail. Parce que souvent, dans nos organisations, les collègues, ils vont, ils viennent, voilà. Certains oublient. Nous, par exemple, je prends l'exemple de nous, l'AIF. Dans nos politiques documentaires, il est dit que, voilà, tout ce qui est document fini, document d'archives fini dans les OneDrive, doivent être glissés sur un SharePoint commun, par exemple. Donc, il arrive que les collègues oublient de mettre les documents finis dans les SharePoint communs. Ils partent en les laissant dans leur mail ou bien dans leur OneDrive. Donc, du coup, il est parfois compliqué de faire la demande, de pouvoir fouiller et autres, parce qu'on est souvent confronté à ces difficultés-là. Donc, il serait bien d'avoir un archifiltre mail, par exemple. Moi, je ne connaissais pas, hein, c'est la première fois que je vois. Je connaissais archifiltre doc, mais archifiltre mail, sincèrement, je ne connaissais pas. Et là, j'ai hâte de jeter un coup d'œil. D'avoir un outil pour aller fouiller les mails, pour aller fouiller les OneDrive, pour aller fouiller peut-être également les sites SharePoint et autres pour avoir un audit assez exhaustif. Déjà, pour le rapport d'audit, il est très exhaustif, il est bien. Et ça, je le recommande vraiment à tous les jeunes collègues qui se lancent dans la consultance, je ne sais pas moi, ou bien qui viennent de prendre service dans les structures. Souvent, c'est un outil qui peut vous permettre d'avoir une visibilité sur les vracs numériques de nos directions, de nos patrons. Et c'est assez vendeur. Pourquoi? Parce que l'informaticien, souvent, ils disent, bon, on a des documents tel, mais on n'a pas une idée de ce qu'il y a là-dedans. Donc, si le jeune collègue qui vient d'être recruté, avec Archifiltre déjà, arrive à cartographier l'ensemble des données numériques que nous avons dans nos structures, dans nos espaces, et arrive à générer un rapport comme ça, et qu'il complète peut-être par des questions qu'il a avec les collègues, en mettant voilà, l'arborescence, en mettant l'organigramme de la structure, disant, bon, il y a tel document dans telle machine de telle personne, il y a tel nombre de fichiers. Déjà, c'est assez vendeur. Le patron peut dire, mais waouh, ça, c'est une plus-value que nous n'avions pas, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment un archiviste qui sait parler aux décideurs. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'outil, à exploiter ce rapport d'audit-là qui peut vraiment être vendeur pour vous, avec à la plus-value que vous pouvez apporter à la structure. Donc, voici en gros les remarques que j'avais à faire. Et j'ai hâte vraiment d'aller fouiller l'archipel mail. Et je n'hésiterai pas également à faire des retours si jamais. Merci. Et Il y a une le question. archifiltre mail, ça sera surtout utile si tu as une messagerie sous format PST. Mais si tes mails sont déjà extraits de la messagerie et qui sont conservés sur un espace de stockage, du coup, tu les analyses comme des fichiers, en fait. C'est vraiment la même chose que si tu avais des documents Word ou des documents Excel. Donc, ça peut être intéressant si vous avez des messageries complètes à analyser Archifiltre mail. Mais sinon, vous pouvez utiliser Archifiltre Doc, même s'il y a des mails sur les serveurs. Comment lier Archifiltre au centre de documentation ou à nos bibliothèques? En fait, il n'y a pas vraiment. Enfin, je ne sais pas si je vais répondre correctement à la question, donc il ne faut pas hésiter à me dire encore une fois. Mais il n'y a pas vraiment de lien à faire. La seule chose que vous avez à faire, c'est télécharger Archifiltre sur les postes où vous voulez l'utiliser pour pouvoir analyser des arborescences de fichiers, mais vous n'avez rien à demander à l'avance. Vous allez juste sur le site et vous téléchargez, et en fait, vous aurez Archifiltre. Donc, s'il y a besoin d'un autre lien, faut pas hésiter à nous dire. Mamadou, il y avait une autre question?
C'est une question des d'un étudiants. de mes étudiants là. Oui, vas-y, vas-y. Super. Merci les étudiants d'être là. Vas-y. C'est une question. Y a-t-il des limites si une fois on met toutes les informations au niveau de base de données? Est-ce qu'il y a des limites de volume? C'est ça? Y a-t-il des limites si une fois Ouais. on met toutes les informations au niveau de base de données? Alors actuellement sur la V4, ça fonctionne pas vraiment avec une base de données. Ça sera le cas sur la V5. Il y aura une base de données. V5, ok. Mais en tout cas, pour l'instant, les limites qu'on a, en fait, il y a très peu de données, hein. Les données qu'on travaille dans Archifiltre, c'est ce que vous avez sur le fichier de récollement CSV. Il y a le nom du fichier, le chemin, la taille, les dates. Donc, il y a très peu de données. Donc, en fait, il n'y a pas de limite pour les métadonnées qu'on peut analyser parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Par contre, ce qui peut être long, c'est le chargement de l'analyse au moment où vous lancez Archifiltre. Si c'est des espaces de stockage qui font plus de 200 gigaoctets, 500 suivant les ordinateurs, ça peut être surtout bloquant parce que ça va mettre du temps. Parce que ça va être très long à charger. Mais essayez, en fait. Vous essayez, vous voyez ce que votre ordinateur arrive à faire. Et au fur et à mesure, vous allez ajuster. Si vous voyez que vous avez un ordinateur qui sait analyser 100, 200 gigaoctets, bon ben voilà, vous savez que vous pouvez le faire. Et sinon, si vous voyez que c'est un peu en dessous, bah, vous analysez des dossiers un tout petit peu plus petits, quoi. Donc oui, comme disait Manon, les limites, c'est surtout celles des performances de votre ordinateur. Et comptez sur nous, sur la V5, on a vraiment amélioré cet aspect-là, et vous aurez un peu plus de performance. Alors, qu'est-ce que j'ai comme question? Comment Archifiltre peut-il s'intégrer dans la politique conformité conforme aux normes ISO, par exemple? Alors, Abdou Aziz, j'ai bien vu la question, mais en fait, il faudrait que vous me donniez un peu plus d'éléments. C'est quel type de conformité qui vous questionne? Euh, Parce qu'en fait, il y a plein de façons de l'intégrer, hein. Donc, je veux bien répondre à la question, mais je voulais savoir s'il y avait une question un peu plus précise. Oui. Des Oui. perspectives avec intégration IA? Ah oui, merci pour la question. C'est vrai qu'on l'a pas du tout présenté. Ah là là, en plus, on a plein de choses à dire. On a testé 3 POC qu'on a déjà fait sur Archifiltre. On en a fait 2 sur 3, pardon. On a testé l'analyse automatique de résumé de dossier, qui est très puissante et qu'on a envie de vous proposer rapidement dans Archifiltre. Donc la possibilité d'avoir un résumé généré par l'intelligence artificielle. Et on a testé aussi la possibilité d'avoir des durées de conservation en se basant sur les tableaux de gestion, les référentiels de conservation qui peuvent exister, de pouvoir appliquer ces référentiels de conservation directement dans Archifiltre. Donc ça, on a testé ces 2 possibilités-là, ça fonctionne très bien. Pour la partie test qu'on a menée, il faudrait qu'on le reproduise. Donc ça fait partie des choses qu'on essaye d'intégrer dans la V5, mais peut-être ce sera V6 aussi. Mais en tout cas, on est vraiment intéressé pour aller plus loin finalement pour ajouter de la capacité d'analyse avec l'IA. Et merci Aboulaye Dongo d'être déjà ambassadeur d'Archifiltre en Côte d'Ivoire. Ça fait vraiment très plaisir à lire. Et oui, j'ai bien vu du coup LLG Tioun aussi pour intéressé par la formation des ambassadeurs Archifiltre. Super. Bah, si vous avez la capacité d'organiser cette formation, nous on se rend disponible. Enfin, je vais pas parler pour Manon. Je me rends disponible pour animer cet instant de formation et pour créer des liens un peu plus directs entre nous. Après, sur la question de la politique de conformité, je pense que dans le cadre des normes ISO, ce qui est important pour la qualité, c'est de montrer qu'il y a une gestion documentaire. Et donc, Archifiltre, ça participe aussi à améliorer la gestion documentaire. Quand on a des arborescences de fichiers qui sont bien organisées, qui sont triés correctement, qui comportent les documents dont on a besoin, c'est aussi une façon d'illustrer
que la gestion documentaire est prise en compte. Et quand on peut générer un rapport d'audit ou un récollement ou une image de l'arborescence avec les stalactites, ça peut être un moyen aussi de prouver que la gestion documentaire fait bien partie des usages de l'organisation. Mais n'hésitez pas à me préciser la question, hein, si jamais j'ai pas répondu sur la question de la conformité aux normes ISO. Après, est-ce que vous avez des cas d'usage de versement de fichiers numériques que vous avez déjà reçus? Est-ce que vous avez utilisé d'autres outils pour traiter ces versements numériques? N'hésitez pas à nous dire aussi, hein, ce que vous avez déjà pu faire et qui peut venir enrichir ce que nous, on connaît de la pratique des archivistes plutôt français, mais pas que. On a eu beaucoup d'échanges avec les archivistes francophones globalement. Oui, bah, moi de mon côté, hein, en tout cas, après avoir contacté certains collègues, nous souvent ce qui revient, on parle rarement, on va pas aussi loin que le fait archipel. Souvent on nous dit, bon, j'ai reçu tel nombre de téra ou bien tel nombre de gigas de données, voilà, qui ont été versés, etc., etc. Mais on ne parle pas du niveau, de combien de dossiers, etc., etc. Tout ce qui est numérique, souvent on ne parle que de la capacité totale en fait. J'ai 2 gigas, j'ai 4 gigas, j'ai 3 gigas à verser, j'ai 1 téra à verser. Et ça se limite là, en fait. Et là, c'est pour ça que Archifix est important parce que ça nous amène beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Donc, je ne sais pas pour les autres, mais nous, souvent, c'est ça, en fait. C'est juste en termes de capacité, ouais. Et vous êtes beaucoup sur Windows, vous utilisez Outlook Windows, pour les mails? oui, beaucoup sur Windows, ouais. beaucoup. Windows Ok. et en local. Ok. Oui, Hassan avait une question. Oui, en fait, moi, j'utilise Drive, mais le Drive version Google Workspace, dans la version payante. Et sur la version payante, donc, il y a Gemini qui est intégré et Gemini peut faire des analyses sur les dossiers et les sous-dossiers. Donc, moi, j'exploite Gemini dans ce sens. Donc, qui peut me dire, par exemple, j'ai tant de dossiers, pour chaque dossier, il y a tant de documents. Voilà, des documents. Il peut faire un classement, il peut te proposer un système de classement aussi. Voilà, donc je suis très ravi d'entendre que pour la prochaine version, il y aura la possibilité de faire des recherches sur Drive et sur aussi les outils de Microsoft. Donc, c'est excellent. Mais quand même, sur Gemini, avec le Drive, c'est très bien. Et je pense que si on peut avoir Archifix avec intégrer Drive et les autres outils de gestion documentaire, ça va être beaucoup plus intéressant. Et ce qui sera intéressant, c'est que nous, ce qu'on espère proposer, c'est surtout d'avoir une IA qui est entraînée avec des archivistes qui ont entraîné l'IA. C'est-à-dire que là, ce que Gemini propose ou ce que les IA proposent de base, c'est très intéressant, mais ça n'a pas été entraîné par des archivistes. Et en fait, nous, ce qu'on voudrait proposer en plus, parce que l'IA, tout le monde peut le faire, donc c'est bien sûr, faites-le, et c'est très intéressant de voir ce que ça propose. Par contre, nous, en ayant autant d'utilisateurs, on a à peu près 1000 utilisateurs par mois d'Archifiltre, et ben tous ces utilisateurs qui font du tri, c'est des archivistes pour la plupart, et on va pouvoir, si on peut utiliser les données de traitement qu'ils produisent, on va pouvoir entraîner l'IA avec vraiment de l'expertise d'archiviste. Et c'est ça qu'on aimerait aussi pouvoir proposer. Alors ça, ce sera dans un second temps, hein, mais proposer l'IA dans Archifiltre, c'est aussi avec cet objectif de capitaliser ensemble ce que les archivistes savent faire et leurs habitudes de traitement finalement. Une question donc par rapport à l'intégration de l'IA sur Archifix. Est-ce qu'en fait, dans votre modèle, est-ce que vous avez prévu que l'IA s'entraîne aussi en se basant sur les données qu'elle reçoit sur Archifiltre? Alors, on n'a pas encore prévu ça, honnêtement, cet aspect d'entraînement. Pour l'instant, la première étape qu'on voudrait prévoir dans Archifiltre, c'est de proposer des fonctionnalités d'IA, mais basiques, où il n'y a pas encore d'entraînement. Et cette question de l'entraînement, c'est plutôt dans un second temps, parce que ça va nécessiter, comme le disait Manon tout à l'heure, d'avoir des comptes, d'avoir un accès à des données, des sécurités. Et donc, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc, ça sera plutôt dans un second temps. Mais en tout cas, c'est vraiment ce qui nous paraît pertinent. Donc, je pense que
on va essayer de poursuivre dans cet objectif. Après, la situation financière est pas maîtrisable non plus à l'avance. Donc, nous, c'est ce qu'on vous disait. On a toujours ce besoin de prouver qu'Archifiltre est utilisé, qu'on a besoin de continuer à développer. Donc, on peut pas. Enfin, on a des perspectives d'ici l'année prochaine. Au-delà de 2027, on ne sait pas trop. Donc voilà, utilisez-nous, faites remonter des besoins. C'est aussi comme ça qu'on pourra prouver que il continue à y avoir un intérêt à développer des propositions, surtout si on arrive à prouver elles sont mises en œuvre de manière collaborative avec nos collègues à l'international. Enfin, si vous participez à nous faire remonter des cas d'usage, des expérimentations, que vous faites un réseau d'ambassadeurs, par exemple, c'est vraiment super pour nous parce que ça montre que on a eu une bonne idée et qu'il faut continuer à la développer, quoi. Oui, plus vous râlez, plus on est content. Et je suis d'accord. On aime bien savoir ce qui vous manque parce que c'est ce qui nous donne envie de vous le proposer dans les prochaines versions. Après, on vous a pas présenté l'équipe, mais du coup, Manon et moi, alors Manon, elle travaille partiellement sur Archifiltre, moi aussi, et on a un développeur. Voilà, l'équipe, c'est tout ça. Donc, on a plein de bonnes volontés, on a plein d'idées, mais c'est vrai que parfois, ça va pas aussi vite que ce qu'on voudrait. Du coup, soyez indulgents. On fait aussi vite qu'on peut. Alors, Archifiltre, il n'y aura pas de capacité. Alors, je vois la question, lequel est avantageux entre la GED et Archifiltre en termes de capacité de stockage à court ou à long terme? Archifiltre, il n'y a pas du tout de stockage. C'est vraiment plutôt l'analyse du stockage. Archifiltre, par rapport à une GED, ça pourra vous aider à analyser ce qu'il y a à l'intérieur de la GED. Alors, pour l'instant, ça ne peut pas le faire directement. On est en train de développer des solutions pour essayer d'analyser de manière un peu plus automatisée ce qu'il y a à l'intérieur de la GED. Mais Archifiltre, du coup, c'est ce qui va vous permettre éventuellement de verser dans un SAE ce qui est dans une GED et que vous voulez conserver. C'est ce qui va vous permettre dans la GED d'identifier s'il y a des choses à éliminer qui ne sont pas encore identifiées comme étant à éliminer. Donc il n'y a pas du tout de capacité de stockage dans Archifiltre, c'est vraiment un exécutable qui analyse uniquement des métadonnées, mais c'est un complément que vous pouvez avoir en plus de la GED pour bien comprendre cet espace de stockage qu'est la GED, mais aussi les autres espaces de stockage. Parce que souvent, alors je ne sais pas pour vous, mais nous souvent ce qu'on voit, c'est que les services mettent en place une GED, mais en fait il continue à y avoir un serveur de fichiers à côté, un Google Drive, un Teams, un 12 SharePoint, et donc en fait on a des données un peu partout. Et en fait avec Archifiltre, on va pouvoir analyser ces différents espaces, alors plus ou moins facilement, pour avoir une bonne gestion sur tous les espaces de stockage. En tout cas, pour améliorer la gestion sur différents espaces de stockage. Je ne sais pas si du coup ma réponse était claire, hein. N'hésitez pas à me dire hein, si ça l'est pas. Vous avez des questions en ligne, Alassane? Alassane, oui, vas-y. Il faut peut-être lui ouvrir le micro. Le micro, ouais. Alassane, c'est bon. Tu peux activer ton micro, ouais. Je ne sais pas si le micro est ouvert. Alassane Diouf? Normalement, le micro est ouvert à la salle. Le Je micro sais est pas ouvert, oui. si vous arrivez Alassane, à on ne te parler. reçoit pas. Allô? Oui, Oui, ça c'est y bon, est, je Alassane. vous entends. Voilà, juste plus je fort. disais que je voulais profiter de l'occasion pour dire merci à travers son président Hassan Fall Lasbad pour cette belle initiative et remercier une fois de plus notre modérateur, Mamadou Dia, qui ne cesse d'apporter sa touche quant à l'avancement des sciences de l'information documentaire au Sénégal, en Afrique et un peu partout, comme le fait aussi bien le président Hassan. Je voulais aussi féliciter nos animateurs, deux belles dames, qui ont bien voulu vraiment nous
s'apporter une touche sur ce qu'est Archifiltre et souhaiter que dans les mois, les semaines à venir, qu'on puisse vraiment peaufiner une autre stratégie pour la prise en main de Archifiltre, dont je vois que c'est un élément, c'est un outil vraiment de gestion documentaire à la portée des archivistes que nous sommes. C'est tout juste ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est très chouette de voir le dynamisme de votre association et de voir les initiatives que vous portez. C'est vraiment très enthousiasmant pour nous aussi de sentir tout ce que vous mettez en place. Donc, si on peut participer, vraiment, Mamadou et tous les autres, n'hésitez pas à nous solliciter. Ce sera avec plaisir. Merci, merci Chloé. Autre question? Nous sommes au dernier tournant, hein. Dernière prise de parole. Peut-être un Ivoirien, le Gabon. Alors, on a une question du Congo. Une fois Oui, du qu'Archifiltre est Congo. installé, il se connecte directement à notre GED ou espace de stockage. Alors, une fois qu'Archifiltre est installé, vous pouvez charger directement une analyse d'un espace de stockage. Il y a pas de demande particulière à faire. Si vous avez accès à cet espace de stockage, vous pouvez l'analyser sans problème. Par contre, pour la GED, enfin, je vais pas répondre tout de suite, mais ça nécessiterait d'autres étapes. En fait, il faut faire plutôt un export de métadonnées pour l'analyser dans Archifiltre, et c'est des choses qu'on ne fait pas encore immédiatement dans Archifiltre. Est-ce qu'il y a un document de Dudge de Archifiltre? Je sais pas ce que ça veut dire. Ça peut être d'usage, peut-être, ou bien un guide, je ne sais pas. Oui, il y a la documentation qui est disponible, Émilie, que vous trouverez sur le site internet. Surtout ces derniers temps, Manon a beaucoup mis à disposition des supports et des articles sur le site internet, donc n'hésitez pas à aller voir cette partie-là. Et vous avez une chaîne YouTube, vous avez quelques tutos vidéo aussi que vous pouvez voir. Et si jamais il y a des choses qui vous manquent, n'hésitez pas à nous le dire. Surtout, venez nous le dire. Et comment faire pour être ambassadeur d'Archifiltre au niveau du Burkina Faso? Bah ça y est, c'est fait en fait, hein, vous l'êtes. Il suffit juste de vouloir, hein. Il n'y a pas d'autre impératif. Vous êtes le bienvenu, hein, donc le ou la bienvenue, je sais pas. Après, peut-être que ceux qui sont intéressés pour créer un réseau d'ambassadeurs africains, vous pouvez soit vous mettre en relation et nous contacter, soit passer par Mamadou, je sais pas si vous le souhaitez. Enfin voilà, vous pouvez vous organiser comme vous voulez. Nous, on viendra vous former avec plaisir et après, on peut vous aider aussi à animer le réseau des ambassadeurs. C'est vraiment très, très libre, hein, vous savez, il n'y a pas d'autres demandes. Pas de souci. Dernière prise de parole. On a fait 2h40. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Une fois, deux fois. Chloé, Manon, vous avez des mots de fin? Bon, pour ma part, peut-être juste vous dire que voilà, l'outil est là, Archifiltre est là. Donc, c'est à vous de vous l'approprier et de l'utiliser tout de suite là dans le cadre de vos missions, de vos besoins, voilà, que ce soit en organisation ou bien en privé. Essayez de découvrir, demain même, vous pouvez m'apprendre quelque chose hein, que j'ignore sur Archifiltre. C'est ça l'outil un peu, c'est ça l'intérêt de la pratique en informatique documentaire. Donc, il y a tellement d'opportunités que vous pouvez voir. Et Manon, Chloé, si vous avez les mots de la fin, je passerai ensuite la parole à Hassan pour un mot de clôture. Et le replay sera disponible d'ici lundi au plus tard sur la chaîne YouTube de l'ASBAT. Donc, allez juste sur YouTube, tapez ASBAT et vous allez voir la chaîne et vous pourrez revoir le replay. Voilà. Chloé? Je ne sais pas si Manon elle peut parler parce que son micro avait pas l'air de fonctionner. Voilà, donc je vais parler pour nous deux. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, donc on voulait vous envoyer beaucoup de cœur, beaucoup d'amour et vous remercier de faire partie de nos utilisateurs. On est pleine d'enthousiasme sur Archifiltre et du coup, voir que cet enthousiasme est partagé, c'est aussi ce qui nous fait beaucoup de bien pour continuer. Donc, merci à vous de votre dynamisme et vraiment.
vraiment hâte de poursuivre les échanges avec tous ceux et toutes celles qui prendront contact avec nous. Merci. Merci. Hassan, on a la chance d'avoir un président avec nous, hein. Donc, c'est naturellement lui qui va clôturer. Merci beaucoup Modoudia. Donc, merci beaucoup à Manon, merci beaucoup Chloé. Donc, pour cette belle présentation. Donc, merci à tous les collègues pour votre participation active même et votre intérêt pour ce webinaire. Donc, je pense qu'il y aura un suivi par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui. Donc là, on est en train de penser à la création d'un groupe WhatsApp, par exemple, pour pouvoir continuer les discussions là-bas, partager les expériences. Comme ça, on aura des retours des uns et des autres. Et je pense que ça permettra aussi à l'équipe d'Archifiltre d'avoir aussi des retours par rapport à l'utilisation de cet outil donc, qui est très intéressant en fait pour la gestion documentaire. Donc, merci encore à tous et je vous rappelle aussi l'adhésion au niveau de l'ASBAT parce qu'en fait, nous avons une belle équipe, ça je vous le dis, et vraiment, on est en train de préparer énormément de choses et je suis sûr que ces choses-là, en fait, on ne pourra pas le faire sans vous. Donc, encore une fois, donc, manifestez votre engagement au sein de l'association et faisons de notre profession une profession qui grandit, une profession qui marche, qui fonctionne et aussi qui va résoudre les problèmes de l'information, de la documentation au Sénégal et dans nos pays africains, notamment nos amis du Mali, Congo, Togo, donc, Côte d'Ivoire, Congo, donc, qui sont tous connectés. Donc, encore une fois, merci beaucoup et merci aussi à Momodou Dia pour la coordination, donc, qui nous a aussi facilité le tout. Donc, merci à tous et très bon week-end. Merci. Merci à tous. Très bon week-end, à bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À la prochaine. C'est bon, bonne radio.